Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle le 66. Le 66 est un jeu pour 2 joueurs, alors il y a quelques variantes pour 3 ou 4 mais l'intérêt est assez discutable. Le 66 est un jeu de plis, donc comme peut l'être le whist, le bridge, la belote, et c'est un jeu où le but est d'obtenir 66 points, d'où le nom 66. Alors il y a plusieurs variantes régionales de ce jeu, il y a plusieurs également jeux qui en dérivent, le plus connu d'entre eux étant sans aucun doute le Schnapsen, qui est une sorte de variante autrichienne avec 20 cartes au lieu de 24. Nous allons parler ici du jeu 66 avec les règles standards, ou en tout cas les plus communément admises. Le 66 se joue avec 24 cartes allant de 9 à As, en sachant que, à l'instar de la belote, le 9 vaut 0 points, le 10 vaut 10 points, valet, dame, roi valent 2, 3, 4 points, et enfin l'As vaut 11 points. Voilà, donc ça c'est les points qu'on gagne lorsqu'on gagne un pli qui contient ces cartes, et dès qu'on pense avoir obtenu 66 points, et ben c'est là qu'on va potentiellement abattre notre jeu pour révéler si on a gagné ou pas. Alors, comment ça se passe donc au niveau du deal? On distribue 6 cartes à chaque joueur, donc de la méthode de votre choix, 3 par 3 si vous voulez, et on retourne la 13e, qu'on place normalement voilà, perpendiculaire comme ça un peu à la pioche, pour indiquer la valeur d'atout pour cette manche. Les joueurs prennent connaissance de leurs cartes, et de manière très pragmatique, on va jouer une carte, et l'autre va faire pareil, et le gagnant du pli repioche pour compléter sa main à 6 cartes, et le perdant du pli repioche pour compléter sa main à 6 cartes. On continue, jusqu'à ce qu'on pense qu'un joueur ait atteint 66 points, auquel cas, dès qu'un joueur pense avoir atteint 66 points, et je dis bien pense, parce qu'on ne peut pas vérifier nos cartes, on doit le faire ça de tête, et ben on abat nos cartes en disant j'ai fait 66, voilà. Et globalement, on met fin à la manche. Le jeu de la carte est assez simple, il y a en première partie de jeu en tout cas aucune restriction, c'est-à-dire que je peux mettre n'importe quelle carte et l'adversaire peut répondre avec n'importe quelle carte. Alors bien évidemment ça reste un jeu de pli au sens conventionnel du terme, ce qui veut dire que si l'adversaire espère remporter le pli, il va devoir soit me suivre avec une carte plus forte, donc ici avec le roi de cœur il devrait par exemple mettre un 10 ou un as, l'as étant ici ça pourrait être que le 10, et s'il ne peut pas mettre la couleur demandée, il pourrait éventuellement couper avec la couleur d'atout. Mais il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de monter, il n'est pas obligé de me suivre, il n'est pas obligé de couper, il peut mettre littéralement n'importe quelle carte, c'est pas très grave, on s'en fiche. Donc là, il y aura une stratégie potentielle à appliquer, puisque on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, le jeu n'est pas très exigeant de ce côté-là. On verra qu'il y a potentiellement une deuxième phase de jeu qui va arriver plus tard, où ce sera un petit peu plus strict, et on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Donc là, admettons, donc voilà, donc je mets le roi de cœur, lui derrière, je sais pas ce qu'il a comme carte, il a un valet de pique par exemple, voilà, il décide de mettre son valet de pique, bon là il peut pas gagner le pli, mais le valet de pique, du coup c'est moi qui le gagne, et donc mon roi ici il vaut 4, le valet il vaut 2, et je viens de mettre 6 points dans ma besace, et c'est parti pour la manche suivante, je prends une carte pour revenir à 6 cartes, il prend une carte, et c'est reparti pour un tour. Dès que je pense avoir obtenu 66 points, j'abats mes cartes. On vérifie que j'ai bien 66 points, et là il y a plusieurs solutions, soit j'ai vraiment 66 points, soit au contraire je me suis raté, j'avais que 64 points par exemple. Si je me suis raté, ça fait 2 points pour l'adversaire. Voilà, ça c'est simple, c'est efficace, 2 points de pénalité, en sachant que le jeu se joue en 7 points, 2 points pour l'adversaire. Si par contre j'ai raison, je gagne 1 point. Mais si l'adversaire, lui, n'avait même pas atteint les 33 points de carte dans ses plis gagnés, c'est pas un point que je gagne, c'est 2. Voire mieux, s'il n'avait pas gagné un seul pli, ça peut arriver, c'est pas 2 points que je gagne, c'est 3 points. 3 points sur 7, ça commence à faire beaucoup. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on lui met ce qu'on appellerait un capot à la belote, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à jouer des cartes sans que lui il arrive à en gagner une seule. Bon. Cela dit, pour que ce soit un petit peu plus simple d'y arriver sur ces fameuses situations à 2 ou 3 points, qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon Schneider et Schwartz. Donc être Schneider, c'est ne pas avoir atteint les 33 points, et être Schwartz, c'est ne pas avoir gagné un seul pli. Pour nous aider à la tâche, on peut fermer la pioche. Fermer la pioche, c'est quoi? C'est quand j'ai un jeu qui est très très bon, que j'ai déjà, par exemple, admettons 50 points dans ma besace, et que je sens que le 66, il est vraiment pas loin par rapport à ce que j'ai dans ma main, je vais dire, hop, fermeture de la pioche, je prends la carte ici, je la mets comme ça, et ça veut dire qu'à partir de maintenant, on joue uniquement avec ce qu'on a. On ne piochera plus en fin de tour. Et donc les cartes vont petit à petit diminuer, et à un moment même, j'aurai potentiellement plus de cartes. Qu'est-ce qui se passe si maintenant... alors comment dire? Je vais reformuler, pardon, excusez-moi, je suis un peu confus.
le jeu reste le même que si j'avais voulu abattre mes cartes. C'est-à-dire que maintenant, je peux quand même abattre mes cartes dès que je pense avoir 66. L'adversaire peut aussi le faire d'ailleurs au passage, même si c'est très peu probable qu'il le fasse, puisque en général, si on ferme la pioche, c'est qu'on est dans une situation nettement plus favorable que l'adversaire pour atteindre les 66. Donc il y a fort à parier que l'adversaire, lui, en soit plus loin que nous. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Si je ferme la pioche et que l'adversaire arrive à abattre son jeu avant moi, ça lui fait 2 points. Et moi, ça m'en fait du coup 0. Si, par contre, c'est moi qui arrive à avoir les 66 en premier, et ben, comme tout à l'heure, je gagne 1 point, voire 2, ou voire 3, selon si l'adversaire était Schneider ou Schwartz. Mais attention, pas sur les plis qu'il a gagnés, sur les plis qu'il a gagnés au moment où j'ai fermé la pioche. Au moment où je ferme la pioche, on met de côté les plis que l'adversaire a gagnés. Et c'est ça qui servira de référence pour gagner 2 ou 3 points. Ce qui peut, du coup, être un petit peu plus simple à obtenir que si on avait été, par exemple, un peu plus loin dans la pioche. Là, dès que vous sentez que vous avez une espèce de... Vous savez, une très bonne main, vous sentez que les 66, ils sont pas loin, et que vous voyez l'adversaire n'a pas encore gagné le pli, par exemple, et ben c'est le très bon moment de fermer la pioche, comme ça, vous allez peut-être potentiellement le mettre Schwartz et gagner 3 points. Attention, si vous vous trompez, du coup, c'est lui qui va en gagner 2. Pire que ça, c'est qu'en fait, si vous fermez la pioche et qu'il avait 0 pli, donc s'il était potentiellement Schwartz, bah au final, c'est vous qui vous prenez ces 3 points de pénalité au lieu de 2. D'accord? Donc fermer la pioche, ça peut aider à finir, parce que du coup, l'adversaire, lui, va plus piocher à chaque main et donc ne va potentiellement plus jamais améliorer son jeu. Mais la contrepartie, c'est que si vous fermez et que vous ne gagnez pas derrière, eh ben, vous prenez une double fessée, voire une triple fessée, en compensation pour avoir fermé la pioche, alors que vous n'avez pas réussi à faire vos 66 points. Quelque chose qui est très important, dès qu'on ferme la pioche, le jeu du pli change. Je vous ai dit aujourd'hui, au début, on joue ce qu'on veut, l'adversaire joue ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Dès que la pioche est fermée, on est obligé de suivre. Si j'ouvre à cœur, l'adversaire est obligé de jouer du cœur. Voire même s'il peut gagner le pli avec son cœur, il sera obligé de jouer une carte à cœur qui bat la mienne. Donc ces deux conditions, qui peuvent se combiner, mais qui sont quand même par ordre de priorité, la suite d'abord, le gain du pli ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai du cœur mais qui ne me permet pas de gagner le pli, eh ben c'est pas grave, je joue quand même mon cœur et je perds le pli. Mais je dois d'abord jouer du cœur, je dois d'abord suivre. Suivre, c'est prioritaire. Et ensuite, je dois gagner le pli. C'est-à-dire que uniquement si j'ai pas de cœur, alors la deuxième condition s'applique, gagner le pli. Et donc ça veut dire que si l'adversaire a de l'atout, il devra jouer son atout pour couper et gagner le pli. Donc vous voyez, on est passé de je fais ce que je veux à je suis obligé de suivre et je suis obligé de gagner. Donc c'est pas tout à fait pareil, et donc c'est pour ça que c'est important de le signaler. Dès que la pioche est terminée, hop, dès que la pioche est terminée ou que un joueur l'a fermée, mais je vais y revenir ensuite, à ce moment-là, du coup, on passe sur ce jeu du pli strict. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand la pioche est terminée? Qu'est-ce qui se passe quand, à un moment, là on était arrivé ici, il ne reste plus que 2 cartes, on a joué plusieurs mains, et moi je gagne un pli, je prends cette carte, l'adversaire gagne un pli, il prend la dernière carte, il n'y a plus de carte. Et bien là c'est comme quand la pioche avait été fermée manuellement, c'est-à-dire que dorénavant donc, on passe au mode de jeu de pli strict. Mais il y a une autre différence, c'est qu'on sait que dorénavant, a priori, on ne va pas aller jusqu'aux 66 points. Ou en tout cas, si jamais je joue toutes mes cartes, on sera dans un autre scénario. Alors je vais y revenir. On peut toujours, tant qu'il nous reste des cartes en main, alors on va jouer sur ce qui nous reste, hein, donc on a potentiellement 6 cartes encore en main, hein, on va jouer nos cartes, on va gagner des plis, on va en perdre, etc. Et il y a un moment, on n'aura plus de cartes. Bon. Si on arrive dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on a vidé la pioche et qu'on a vidé les cartes qu'on avait en main, on est sur une fin par défaut, et auquel cas, on va simplement regarder qui a emmagasiné le plus de points dans ses plis. Ok, on compte les points, et si j'en ai pas 66, mais que j'en ai plus que l'adversaire, et ben c'est pas grave, ça veut dire que j'ai gagné. Je vais donc gagner un point de match, tout simplement. Attention, le dernier pli, à l'instar du jeu de la belote, gagne 10 points. Donc si je gagne le tout dernier pli, ça me fait plus 10 à mon total de cartes que j'ai gagné. C'est pas une fin qu'on aime en général, on va se débrouiller en général pour abattre son jeu avant, car effectivement, même si la pioche est vide et qu'il me reste que 6 cartes en main, eh ben je peux très bien abattre mon jeu, même s'il me restait que 3 cartes. Je peux très bien dire, allez hop, c'est bon, je fais les 66, j'abats mon jeu. Donc c'est pour ça qu'en général, on va rarement à la toute dernière carte. Il y a toujours un moment, il y a très souvent quand même un des deux joueurs qui va abattre son jeu parce qu'il pense avoir atteint les 66. Mais c'est important de le savoir, puisque encore une fois, les règles du jeu changent.
Autre subtilité que je n'ai pas évoquée, il est possible pour le joueur qui dispose du 9 d'atout, lorsque c'est son tour d'entamer un pli, de l'échanger contre la carte d'atout. Donc ici, il va mettre son 9 et il va prendre l'As. Donc c'est quand même plutôt intéressant, et donc c'est bien à un moment ou à un autre de gagner un pli, ne serait-ce que pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Également, un joueur qui va entamer un pli peut, s'il le souhaite, déclarer un ou plusieurs, enfin, il peut déclarer un mariage. Un mariage, c'est quoi? C'est un roi et une dame de la même couleur. Voire même une dame et un roi de la couleur d'atout, auquel cas on parle de mariage royal. Un joueur qui veut déclarer un mariage, bon ben je vous ai dit déjà il doit démarrer un nouveau pli, et il va donc devoir tout simplement jouer l'une des deux cartes, par exemple son roi, et montrer la seconde qui reste dans sa main pour dire je déclare un mariage, ici royal. Déclarer un mariage, ça rapporte 20 points, voire 40 s'il est royal. C'est énorme. Pour être très clair, 40 points sur 66, c'est énorme, ça fait plus de 2 tiers des points. D'où l'intérêt de déclarer ces mariages rapidement quand on les a, pour se rapprocher le plus rapidement possible des 66, et surtout parce qu'une fois que la pioche est fermée par l'un des deux joueurs, si cela devait arriver, il n'est plus possible de déclarer des mariages. Vous avez après du coup des dames et des rois qui deviennent de simples dames et de simples rois. Ce qui est plutôt dommage quand vous pouviez avoir 20 ou 40 points à la place. L'échange du 9, que j'ai montré juste avant, alors normalement je vous ai dit il faut ouvrir le pli pour pouvoir prétendre à échanger notre 9 avec la carte d'atout. Exceptionnellement, si un joueur ferme la pioche et que c'était l'adversaire qui l'avait, ce 9, et ben l'adversaire a le droit de l'échanger. C'est le seul moment où le 9 peut être échangé en dehors d'un tour où je serai en train d'ouvrir le pli. Autrement, il faut être en train d'ouvrir le pli pour avoir le droit d'échanger son 9. Pour les mariages, ça ne change rien. Dès que je ferme la pioche, l'adversaire ne peut plus déclarer ses mariages. Alors par contre, échanger le 9, déclarer un mariage, fermer la pioche, tout ça c'est des actions de début de tour lorsqu'on mène un pli, enfin lorsqu'on ouvre un pli, mais elles sont cumulables. C'est-à-dire que, admettons, dans un scénario du pire, ou du mieux, ça dépend d'où on se place, je pourrais très bien commencer par dire, bon ben moi j'ai un 9 là ici, je voudrais le remplacer par mon As. Voilà, ça c'est la première action de tour. Ensuite, j'en profite pour déclarer ici un mariage, donc je joue un roi et une dame, et dans la foulée, j'annonce que la pioche est fermée. Bon ben là, c'est un triple combo. Maintenant, l'adversaire, il va devoir combiner avec le fait que je viens de gagner 40 points de mariage, que je viens de me prendre un As dans la main, et qu'en plus, lui, il n'a plus le droit de compter ses mariages. Bon, ben c'est quand même un coup dur pour l'adversaire, mais c'est malheureusement la réalité de ce jeu. Et donc ensuite, le jeu se poursuit, c'est-à-dire que on compte les points, et puis on va jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc si on récapitule les possibilités, donc on a la capacité derrière d'avoir une victoire par défaut, donc on arrive à la fin de la pioche, on a joué toutes nos cartes, auquel cas on compte nos points, on rajoute 10 à celui qui a gagné le dernier pli, et celui qui possède le plus de points marque un point de match. Toujours pareil, si l'autre avait moins de 33 points, il est Schneider, et donc ça veut dire qu'on gagne 2 points, et s'il avait carrément aucun pli, il est Schwartz, et donc on gagne 3 points. Voilà. Et je rappelle qu'un pli de 9, c'est un pli, donc ça vaut pas, si je gagne un pli de 9, même si ça me fait 0 points de carte, je ne suis plus Schwartz, je suis Schneider, car j'ai gagné un pli. On a ensuite la victoire par abattage, ou par fermeture anticipée de la pioche, donc c'est moi qui abats mes cartes, ou moi qui ferme la pioche. Donc là, c'est une sorte d'engagement de ma part à atteindre 66 points. Du coup, c'est un peu similaire à la victoire par défaut, à la différence près que on ne tient pas compte des 10 points du dernier pli. Et donc, si j'ai réussi à faire mes 66 points, j'ai un point. Et si l'adversaire n'avait pas atteint 33 points ou s'il avait fait 0 pli, je peux potentiellement gagner 2 ou 3 points. Avec la subtilité que si c'est une victoire par fermeture anticipée de la pioche, l'adversaire, on va compter les plis qu'il avait gagnés uniquement au moment de la fermeture de la pioche. Alors que quand j'abats mes cartes, c'est tous les plis qu'il a gagnés qui rentrent en compte dans le calcul de son score pour savoir s'il est Schwartz ou s'il est Schneider. Et enfin, les scénarios de défaite, ça c'est quand j'abats mes cartes et que je n'ai pas obtenu les 66 points, par exemple, ou quand je ferme la pioche et que je n'obtiens pas les 66 points, ou que l'adversaire me grille la politesse en abattant ses cartes également. Et dans ce cas-là, c'est toujours 2 points pour l'adversaire. L'adversaire gagne 2 points, et voire même 3 si j'avais fermé la pioche alors que lui-même n'avait pas encore gagné de pli. Auquel cas, ça se retourne contre moi, je perds 3 points, enfin il en gagne 3 du coup, et on continue comme ça jusqu'à 7 points. Donc pour la petite anecdote,
en termes de scoring. En général, les 7 ne servent à rien, les joueurs aiment bien les utiliser pour marquer les scores. Donc ils ont chacun une paire, et puis ils posent la carte à côté d'eux comme ça, et dès qu'ils gagnent un point de manche, et ben ils vont révéler comme ça un symbole. Donc ici un pic, 2 pics, puis 3 pics, 4 pics, 5 pics, 6 pics, et enfin 7 pics, c'est la victoire. Voilà, donc ça c'est pour le petit folklore. Je sais que vous aimez bien le folklore, j'avais déjà parlé des fameuses planches de cribbage dans la vidéo précédente. Voilà, si vous voulez jouer le 66 comme les vrais, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je pense avoir été à peu près exhaustif. Alors c'est un jeu qui n'est pas si compliqué que ça en réalité, il faut juste se rappeler du système de scoring qui est un petit peu comment dire, ambigu. Souvent au début on a souvent du mal, on se mélange un petit peu les pinceaux. Ce qu'il faut se rappeler finalement, c'est que c'est 1 point, 2 points ou 3 points dans la plupart des scénarios. 1 point étant la victoire dite naturelle, 2 points étant la victoire dite Schneider quand l'adversaire n'avait pas encore atteint 33 points, 3 points étant la victoire dite Schwartz quand l'adversaire n'avait gagné aucun pli. Et ça, du coup, comment on y arrive? Soit en abattant nos cartes directement, soit en mettant fin à la pioche de manière anticipée, auquel cas on va uniquement compter les cartes gagnées ou avant la fermeture de la pioche par l'adversaire. Et une victoire sinon par défaut qui est celle de j'ai plus de cartes, enfin j'ai vidé la pioche, j'ai vidé ma main, et auquel cas on va simplement faire la somme des cartes gagnées par chaque joueur, plus 10 pour le dernier pli, et on regarde qui a le plus de points, et pareil, à nouveau 1 point, voire 2 si l'adversaire n'avait pas atteint 33 points, ou voire 3 s'il était, comment dire, Schwartz. Inutile de vous dire que s'il n'a pas gagné un seul pli, vous êtes rendu à avoir joué toutes les cartes, c'est quand même très dommage de ne pas avoir fermé le jeu avant, parce qu'il n'y a aucun intérêt, a priori vous avez largement plus que 66 points. Donc encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses théoriques dans ce jeu, mais en pratique vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça à jouer. Et puis les défaites, encore une fois, c'est ce qui se passe quand vous n'avez pas obtenu votre contrat, vous avez annoncé avoir 66 et vous ne les aviez pas, ou vous avez fermé la pioche alors que vous n'avez pas réussi non plus à avoir 66 points, et auquel cas, très souvent également, la défaite, c'est pareil, 2 points de victoire pour l'adversaire, voire 3 dans le cadre de la fermeture anticipée si jamais l'adversaire n'avait pas encore gagné de pli au moment où vous avez fermé la pioche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo explicative, j'espère que ce sera assez clair. En pratique, je vous invite à aller visiter des sites comme pagat.com, pagat.com, si vous voulez revoir les règles écrites à tête reposée, notamment la partie scoring. C'est presque plus compliqué à expliquer que le cribbage, je me rends compte là en le faisant comme ça à la volée, en plan séquence comme j'aime bien faire. En pratique, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est plutôt simple, je dirais. Le plus dur dans le jeu, encore une fois, c'est de compter les points mentalement, mais c'est aussi ce qui fait son sel. Donc clairement, ceux qui sont bons en comptage de cartes auront peut-être plus de facilité, mais en même temps, il n'y a pas tant de cartes que ça. Le 9 ne vaut rien. Très sincèrement, il y a 20 cartes à peu près qui valent le coup. En retenant 2 cartes, les 2 cartes les plus fortes de chaque couleur, et dès qu'elles sont tombées, on considère qu'on va plutôt s'intéresser à celles qui ne sont pas tombées. Ça veut dire qu'en gros, il y a 8-10 cartes à se rappeler à un instant T. Donc c'est pas si compliqué, et vous verrez vite que votre jeu va drastiquement s'améliorer dès lors que vous commencerez à visualiser les cartes que vous avez, mais les cartes surtout que l'adversaire a, et auquel cas vous verrez que c'est beaucoup plus simple ensuite de prendre des risques, puisque dans ce jeu-là, malheureusement, comme on peut faire un peu ce qu'on veut, qu'on peut couper n'importe quand et qu'on n'est pas obligé de suivre, si vous entamez dès le début avec un as par exemple, comme des fois la belote ou ce genre de choses, vous pouvez être sûr que l'adversaire, il a une chance sur 6, il a 6 chances sur... bref, il a statistiquement beaucoup de chances d'avoir déjà de l'atout dans son jeu et de vous piquer votre as dès le premier tour s'il le souhaite, même s'il avait la couleur dans la main. Voilà, bonne chance, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt.